Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours en direct de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Je vais aujourd'hui te parler d'Aristocrate Dividende et je vais te montrer une étude que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et que je vais te partager avec toi pour essayer de tirer finalement quelques conclusions. Tu l'as vu, le titre de cette vidéo, c'est est-ce qu'il faut finalement n'investir que dans des Aristocrates Dividendes? Est-ce que ça suffit pour fonder une stratégie solide et viable en bourse, ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça? Bon, tu te doutes que la réponse, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. S'il suffisait d'investir bêtement que dans les aristocrates dividendes, ça se saurait. Donc, première chose, peut-être que tu te dis, Raph, tu m'as déjà perdu, c'est quoi les aristocrates dividendes? Les aristocrates dividendes, en fait, ce sont un titre qu'on décerne à certaines entreprises, donc ça n'a rien d'officiel, c'est simplement un titre comme ça qui a été établi à la base sur certains forums, et puis aujourd'hui il y a carrément des indices qui ont été créés autour de ces titres. Mais pour faire simple, considère qu'une aristocrate dividende, c'est quoi? C'est une entreprise qui a réussi à augmenter son dividende pendant au moins 25 années de suite, et en plus de ça, tu dois coupler certains critères de liquidité en plus de listing. C'est-à-dire que l'entreprise doit être listée sur le S&P 500, je te parle encore une fois du marché américain. Et en plus de ça, elle doit avoir un market cap, donc une capitalisation minimum de 3 milliards, cette entreprise, ainsi qu'un volume d'échange journalier de minimum 5 millions de dollars. Et si elle a réuni tous ces critères, l'entreprise peut être considérée comme une aristocrate dividende. Donc pour faire simple, et c'est le plus important, considère qu'une entreprise est une aristocrate dividende lorsque ça fait au moins 25 années de suite que son dividende est en augmentation chaque année. Ça, c'est vraiment le plus important à retenir. J'ai sous les yeux ici une étude sur laquelle je suis tombé il n'y a pas très longtemps et que j'ai donc voulu te partager puisque je la trouve vraiment très intéressante. Alors, elle n'est pas très longue, hein. Tu vas voir, elle fait que 7 pages et on va se concentrer surtout sur le tableau ici et ici. Tu vas voir que c'est assez rapide, ça va pas prendre des heures. Et en fait, pourquoi je vais te montrer cette étude? Parce que finalement, quand on regarde cette étude, on se rend compte que oui, les aristocrates dividendes semblent dire qu'elles performent mieux que l'indice de référence, donc l'indice du S&P 500 pour le marché américain. Et donc, ça semble dire que les aristocrates dividendes sont réellement des valeurs, des entreprises de qualité qui ont la capacité à délivrer de la performance. Donc, quand on regarde ici, bien la première chose, le premier schéma qu'on a ici, donc tu peux la retrouver facilement sur Internet. Hein. Tu tapes sur Internet S&P 500, dividende aristocrate stratégie avec quelques mots-clics, tu vas retrouver ici et tu vas facilement retrouver cette étude si tu veux la voir sous les yeux pour la feuilleter tranquillement. Je vais pas te lire tout ça parce que c'est un petit peu ce que je viens de te résumer ici sur notamment les critères de méthodologie ici de la construction de cet indice, de cette de cette stratégie ici. Mais je vais surtout me concentrer d'abord sur cette partie-là. Tu peux voir ici qu'on a en bleu foncé l'indice référence S&P 500 et on a ce qui nous intéresse ici, ce qui traque les aristocrates dividendes pour le marché américain. Donc on voit que c'est une étude qui a été faite depuis un petit peu avant 2012 jusqu'à un peu après 2021 et ce qu'on constate c'est qu'en effet les aristocrates dividendes semblent plus performer que l'indice de référence du S&P 500 puisqu'on est systématiquement au-dessus du S&P 500 sauf depuis la crise sanitaire de 2020 où on voit que la ligne est beaucoup plus on va dire identique et similaire, voire même parfois on passe un petit peu en dessous ici. Mais bon voilà, là c'est on va dire purement imagé, c'est un petit peu compliqué de savoir précisément ce que ça donne avec les chiffres. Donc on va descendre un petit peu pour aller voir les tableaux de performance. On voit ici qu'on a le total return de ce qu'on est en train de traquer, donc les aristocrates dividendes, et on a le total return du benchmark qui est donc le S&P 500, l'indice du S&P 500. Ok, on va se concentrer sur donc les différences de performance. On voit ici que sur un mois, les aristocrates dividendes ont délivré 2,54% de performance contre 0,7% pour le benchmark. Ici 10,72, ici 15,13. On est toujours au-dessus pour les aristocrates dividendes. 16,16, 12,62, on est toujours au-dessus pour les aristocrates dividendes sur l'année. Donc ici de 2021. Sur un an, 41,45 pour 40,32. 17,2 ici sur 3 ans pour 18%. Donc là, on voit que c'est le benchmark qui est au-dessus. Sur 5 ans, 14,56 pour 17,16. Là encore, on est au-dessus avec le benchmark. Et sur 10 ans, on a 14,53 pour les aristocrates dividendes et 14,38 pour le S&P 500, le benchmark. Donc, on voit que sur le long terme, les aristocrates dividendes, s'en sortent mieux. Alors le long terme c'est que 10 ans, donc c'est pas forcément énorme, mais ça vient conforter une idée que les aristocrates dividendes semblent mieux performer que le S&P 500. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai évoqué dans mon livre où page 83 dans le chapitre pourquoi investir dans les actions versant des dividendes, je vous mettais cette étude qui elle a été faite sur beaucoup plus longtemps puisqu'elle a été faite de 1972 à 2018 et où on peut voir ici que en bleu clair encore une fois les entreprises qui ont un dividende croissant et réguliers ou qui commencent à initier un dividende ont une performance beaucoup plus supérieure
On peut le voir ici, elle est vraiment au-dessus de toutes les autres catégories ici, dont l'indice équilibré ici envers du S&P 500. Ok? Donc ça, c'est vraiment très important, c'est quand même de retenir que globalement, les entreprises qui versent des dividendes croissants et réguliers ont une meilleure performance que l'indice de référence. Ok? Alors, on peut voir ici quand même que là, sur 3 et 5 ans, on a eu une petite baisse de performance de la part des aristocrates dividendes. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de, on va dire, de choses qui sont fixées en bourse dans l'investissement, malheureusement. Si c'était encore une fois une science, tout le monde serait riche. Évidemment que c'est pas quelque chose de strict et que il peut évidemment tout se passer. On constate notamment, et j'en parle ici dans mon livre, que les aristocrates dividendes, généralement, hop, alors il y a mon téléphone qui me gêne un petit peu ici, c'est ça que je touche depuis tout à l'heure, ne sois pas surpris. On peut voir ici notamment que généralement, où est-ce que j'ai écrit ça? Tac, 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 je vais te lire le paragraphe entier, comme ça sera plus simple. Cela a d'ailleurs été démontré par d'autres études sur les aristocrates dividendes, actions dont le dividende est en augmentation depuis au moins 25 années, dans lesquelles on peut voir que si les aristocrates dividendes ne surperforment pas toujours l'indice du S&P 500 en période normale, mais lorsque ça n'arrive pas, l'écart est généralement très faible, les aristocrates dividendes surperforment par contre généralement l'indice du S&P 500 en période de crise, et pas toujours non plus, encore une fois il n'y a pas de science, et plutôt largement, et je reprends ici l'exemple de 2000. Mais si on regarde pour cette dernière étude qui vient de sortir, on se rend compte que pendant la crise de 2020 ici avec la crise sanitaire, on se rend compte que finalement c'est vrai. Alors on le voit beaucoup moins bien sur l'aspect graphique ici comme je te disais tout à l'heure, mais on le voit beaucoup plus avec les chiffres ici. On voit que sur un mois ici on a performé le S&P 500, sur 3 mois on a performé le S&P 500 et sur l'année on a performé encore une fois le S&P 500 et même sur un an par rapport, il y a un an déjà la crise sanitaire de mars 2020, ça fait déjà presque même plus d'un an, un an et 2-3 mois, 3-4 mois. Donc là on voit que ce que j'écris bien dans mon livre est totalement vrai puisque en période de crise on se rend compte que les aristocrates dividendes généralement surperforment un peu mieux que l'indice de référence, même si encore une fois c'est pas toujours vrai. Alors pourquoi généralement les aristocrates dividendes surperforment beaucoup mieux? Parce que dans les aristocrates dividendes on retrouve beaucoup d'entreprises qui sont très matures, très stables, notamment dans des secteurs qui, crise ou pas crise, subissent beaucoup moins, notamment je pense à tout ce qui est secteur des biens de consommation courante, l'alimentation, ou encore toutes les entreprises qui vont fournir des services très récurrents comme l'électricité, le gaz, des choses comme ça. Voilà, qui est crise ou qui est pas crise, eh bien il faut qu'on alimente en électricité nos maisons, en chauffage, il faut qu'on continue de manger, de boire, de se laver. Et donc généralement ces entreprises sont pour beaucoup des aristocrates dividendes puisqu'elles ont démontré année après année, décennie après décennie, que crise ou pas crise, eh bien, elles continuent de vendre, sans forcément avoir des grosses volatilités s'il y a des crises. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à tirer ce genre de conclusion. Également, qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre sur cette étude? On va descendre un petit peu, puisque c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit également dans mon livre, c'est concernant le risque sur les actions qui versent des dividendes croissants et réguliers. On a parfois tendance à entendre que ces actions-là sont beaucoup plus volatiles, beaucoup plus risquées vis-à-vis du dividende. Et en fait, on se rend compte que non. Et ici, on a également la confirmation dans cette étude. On se rend compte que, alors c'est pas ici, c'est au niveau du risque ici. Encore une fois, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de risques et de volatilité sur les actions qui versent des dividendes croissants et réguliers, puisqu'on voit encore une fois qu'on a le total return des actions à dividendes, des aristocrates dividendes ici, et le total return en termes de risque en tout cas pour l'indice du S&P 500. Et on voit que donc il y a moins de risques ici sur 3 ans par rapport à S&P 500. Ici il y a encore moins de risques. Là 12,83 par rapport à 13,61. 0,95 par rapport à 0,97. Bref, on se rend compte qu'il y a vraiment en fait beaucoup moins de risques sur les aristocrates dividendes, beaucoup moins de volatilité finalement que vis-à-vis du S&P 500. Ça s'explique encore une fois vis-à-vis de la structure des entreprises qui ont le titre d'aristocrate dividende. Ce sont des entreprises qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus matures et dans des secteurs beaucoup plus, on va dire, résilients. Donc c'est normal. Ok ? Qu'est-ce que je voulais te montrer de plus? Je voulais te montrer mon portefeuille. Ça, c'est un screenshot qui est issu de mon portefeuille. Donc aujourd'hui, j'ai 22 positions en portefeuille. Donc tu peux voir ici que finalement, on va pas compter ensemble, j'ai déjà fait. J'ai 11 actions sur les 22 lignes. J'ai 22 positions et j'en ai 11 qui sont des aristocrates dividendes ou qui sont plus. Donc les kings, ce sont les meilleurs entre guillemets puisque ça fait 50 ans qu'elles ont augmenté le dividende année après année. Donc c'est énorme. Mais voilà, si on considère ici tous les aristocrates dividendes plus les kings, eh bien j'ai 11 valeurs sur 22 qui sont des aristocrates ou plus. Alors pourquoi que 11? Finalement c'est pile 50%. Pourquoi j'ai pas 100% de mon portefeuille qui sont au minimum des aristocrates dividendes pour m'assurer une certaine stabilité de mon portefeuille, une certaine performance, puisqu'on l'a vu ici, visiblement les aristocrates dividendes surperforment l'indice de référence, le S&P 500.
pourquoi finalement on n'irait pas s'embêter, pourquoi on irait s'embêter finalement à aller voir ailleurs si on peut ne prendre que des dividendes aristocrates? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas que les aristocrates dividendes qui font de la performance. Aujourd'hui, quand on compare un indice de référence, on se rend compte que ça semble mieux performer, mais il y a également d'autres actions qui ne sont pas des aristocrates dividendes qui peuvent aussi mieux performer. Et j'ai envie de te poser une question aujourd'hui, ça va peut-être te paraître logique, mais est-ce qu'il y a une autre catégorie d'actions aujourd'hui qui correspond exactement aux critères qu'on vient de citer, qui sont donc une augmentation régulière des dividendes année après année, mais qui ne sont pas encore des aristocrates dividendes? Eh bien, la réponse, elle est simple. Ce sont évidemment toutes les entreprises qui sont, allez, on va dire, situées entre 5 et 24 ans d'années d'augmentation du dividende. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon portefeuille ici, j'ai ce qu'on appelle des achievers. C'est un titre qui correspond à 10 années minimum d'augmentation du dividende. Donc, par exemple, une achiever, elle a tout le potentiel de devenir une aristocrate. Mais avant de devenir une aristocrate, eh bien, tu l'as vu, il faut 25 ans d'augmentation du dividende. Donc, une achiever peut délivrer potentiellement autant de performances, voire plus de performances que l'indice de référence. C'est simplement, eh bien, qu'elle n'a pas eu encore la preuve du temps pour être considérée comme une aristocrate dividende. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne faut pas se mettre des œillères et se dire je me concentre que sur les aristocrates dividendes. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus une entreprise se rapproche du stade d'une aristocrate et pire encore du stade d'une king dividende, et plus cette entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a atteint un certain niveau, un certain degré de maturité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait des décennies qu'elle est présente sur le marché, qu'elle est potentiellement leader, qu'elle a un produit qui est best-seller, qu'elle fait beaucoup d'argent, beaucoup de marge. Elle a été capable de verser un dividende croissant et régulier à ses actionnaires. Voilà, elle a démontré vraiment une belle capacité à savoir générer de l'argent, de la marge, des dividendes, à savoir évoluer, à générer de la croissance, etc., etc. Mais potentiellement, c'est aussi des entreprises qui ont une perspective de ROI beaucoup plus faible. Parce qu'aujourd'hui, quand on est leader, quand on a conquis le monde entier, quand on est capable de verser des dividendes toujours plus gros à ses actionnaires, etc., etc., ça veut dire on est mature, c'est-à-dire qu'on est mature et que nos perspectives de croissance sont évidemment plus faibles. Et donc, il ne faut pas oublier qu'en bourse, le dividende, c'est une partie de la performance, et même une grosse partie, on l'a vu dans plein d'autres études, notamment dans mon livre, où voilà, je ne vais pas vous retrouver parmi les 700 pages de mon livre tout de suite les différentes études que j'ai pu citer, mais on a pu voir que le dividende est responsable de plus de la moitié de la performance d'un indice boursier en bourse sur le long terme, donc c'est énorme. Mais il ne faut pas oublier que voilà, si le dividende fait partie évidemment de la performance de votre portefeuille, il y a également la plus-value potentielle. Je dis toujours que il faut jamais négliger son point d'entrée en bourse parce que on parle toujours, en tout cas je parle toujours du dividende comme étant le plus important, mais la façon dont on rentre sur une action est également très importante et il ne faut pas négliger la plus-value potentielle qu'on peut retirer. Et voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'aristocrates dividendes, comme je te disais, qui ont beaucoup moins de perspectives de croissance des bénéfices. C'est beaucoup plus modéré que d'autres entreprises. Et c'est pour ça que les investisseurs savent très bien ce que vaut l'aristocrate dividende parce que c'est une entreprise qui est mature. On sait très bien aujourd'hui ce qu'une entreprise très mature va pouvoir être en mesure de générer année après année. On a des perspectives de croissance ou d'évolution des bénéfices qui sont relativement faciles à deviner. À l'opposé d'une société qui serait beaucoup moins mature, notamment si on va à l'extrême au stade de start-up, où une start-up c'est beaucoup plus dur d'évaluer ce qu'elle vaut réellement, sa valorisation, ce qu'elle va être en mesure de générer parce que c'est une plus petite entreprise. Donc c'est beaucoup plus difficile de dire cette start-up elle vaut tant et elle va générer tant. Alors qu'une entreprise très mature, on a beaucoup plus de facilité à savoir ce que ça vaut et ce que ça va générer. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, se dire j'investis que sur les aristocrates dividendes, c'est selon moi une bêtise parce que ça serait se priver encore une fois de beaucoup de très belles entreprises qui sont en train de démontrer leur valeur mais qui n'ont simplement pas atteint ce titre des 25 années d'augmentation du dividende. Je pense aux achievers et même potentiellement celles qui viennent tout juste d'initier leur dividende. Et on le voit encore une fois sur ce graphique, on voit très bien que les entreprises qui viennent d'initier, les initiateurs ici, ont plus de performance que l'indice de référence. Donc il faut surtout pas négliger ces entreprises qui commencent à avoir une politique favorable envers leurs actionnaires en leur versant des dividendes mais qui n'ont pas encore le jeu du temps qui joue en leur faveur. Je crois que je l'écrivais également un petit peu juste en dessous en termes de conclusion de ce chapitre ici. Exactement, une action ne versant pas de dividendes peut tout à fait être plus performante qu'une action qui verse des dividendes. À l'opposé, une action qui verse des dividendes n'est pas toujours un bon investissement. Ça peut sembler évident, mais encore une fois, la conclusion c'est de se dire il ne faut pas avoir d'œillères et il ne faut pas se priver de certaines actions tout simplement parce que elles n'ont pas encore ce fameux titre d'aristocrate dividende. En conclusion également de cette vidéo, ce que je veux te montrer, c'est que souvent, quand on achète des aristocrates dividendes et pire encore des king dividendes ici, le problème c'est que la rentabilité à l'achat va être relativement faible. On va trouver des 1%, on va trouver, j'arrive pas à faire les points, c'est pas grave, on va trouver des 2%, on va trouver des 3%, allez, au mieux on va trouver du 4%.
parfois, mais c'est très rare, hein, le 7% des fois, ça j'ai déjà vu, c'est une ou deux actions, hein, parmi toutes celles qui sont des aristocrates ou des king dividendes. En général, on tourne de 3 à 4%, voire même plutôt du 2%. Donc voilà, ça ne fait pas rêver. On achète des rentabilités qui sont très très faibles à l'achat, tout simplement parce que l'entreprise elle est mature, elle est là depuis très longtemps. Et donc malheureusement, il n'y a pas de magie. Le niveau de risque qu'on prend en tant qu'investisseur, il est beaucoup plus faible. Donc la rentabilité à l'achat, elle est beaucoup plus faible. Et donc sur ce genre d'entreprise, c'est pas pour autant que c'est pas intéressant de les acheter, mais il faut être patient. C'est-à-dire qu'il faut viser ce qu'on appelle le yield on cost, le rendement sur prix de revient, parce que si le dividende il fait que augmenter année après année, comme on l'a vu, un aristocrate dividende ça fait 25 ans, une king ça fait 50 ans, et bien forcément, si vous achetez votre action à 100 euros, on va faire très simple, aujourd'hui avec un rendement de 3%, mais alors, on va dire de 3 euros, du coup le dividende sur 100 euros l'acquisition, j'essaie de ne pas vous perdre, hop, ça c'est on achète aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui de cette date de vidéo, mais que le dividende continue d'augmenter, par exemple l'année prochaine il vaut 4 euros, et bien votre rentabilité c'est 4%, 4 sur 100. Si l'année d'après le dividende est 5 euros, eh bien votre rentabilité c'est 5%, 5 divisé par 100, etc., etc. Et donc il faut être patient et laisser le jeu du temps, encore une fois, faire en sorte que votre yield on cost, votre rendement sur prix de revient, soit de plus en plus élevé. C'est entre guillemets le jeu qu'il faut accepter avec les aristocrates dividendes et les king dividendes, alors qu'avec des entreprises qui sont des achievers ou même des entreprises qui n'ont pas de titre, hein. Ici on peut voir que j'ai des entreprises en portefeuille qui n'ont aucun titre parce que ça fait potentiellement moins de 10 ans du coup qu'elles ont versé un dividende, et bien on a souvent des rentabilités qui sont beaucoup plus élevées à l'achat parce que l'historique on va dire de versement du dividende il est beaucoup moins ancien. Ok, donc voilà ce que je vais vous dire concernant les aristocrates dividendes, concernant cette étude que je voulais vous partager. Le reste, voilà, je ne vous ai pas partagé le reste parce que il n'y avait pas grand chose de plus à vous partager, elle est relativement courte et c'est surtout des infos sur comment a été constitué cet indice. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez retrouver également dans la barre de description mon livre La magie des dividendes, dans lequel je vous partage toutes mes connaissances sur l'investissement en bourse et dans les actions à dividendes. Donc c'est la barre de description. C'est dans la barre de description ci-dessous avec pas mal d'autres ressources, également une formation gratuite en 4 vidéos, une formation payante également de 30 heures et de 116 vidéos, un service mensuel dans lequel je vous partage mes positions mois après mois. Beaucoup de ces contenus sont également éligibles au CPF si c'est quelque chose qui peut vous intéresser et que vous êtes salarié aujourd'hui. Bref, tout est dans la barre de description. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo à des amis investisseurs. Posez-moi vos questions dans la barre de commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.